C'est une soirée douce à Paris, en France, et le tic-tac des horloges emplit une modeste église nichée dans une rue peu fréquentée. Vue de l'extérieur, elle ressemble à une église chrétienne ordinaire. Mais à l'intérieur, c'est tout autre chose. Il y a des engrenages et des rouages sur les murs, là où l'on trouverait normalement des vitraux, et l'autel ressemble au mécanisme interne d'une immense horloge. Le bruit de tic-tac ne vient pas d'horloge, mais des fidèles eux-mêmes. Ceci est une cérémonie pour les membres de l'orthodoxie mécanique, une branche dérivée des mécanistes, ou l'église du Dieu brisé. La congrégation, composée d'un peu moins d'une douzaine de personnes, reste très dévouée dans sa foi. Un silence solennel tombe sur la pièce, alors que le patriarche se tient devant eux, tenant une bouteille d'huile sacrée. Il invite chaque membre de la congrégation à s'avancer vers l'autel, pour les oindre d'huile sur l'augmentation mécanique la plus accessible. Certains ont des engrenages visibles, d'autres des membres en laiton. Un homme a une horloge au milieu du front, comme un troisième œil. Une fois tous soins, ils regagnent leur siège et inclinent la tête pour une prière solennelle. Tic, tic, tic. Le son est rythmique et constant, comme un seul cœur partagé qui bat à l'unisson. Le son emplit la pièce, aussi régulier qu'il l'a toujours été. Mais soudain, le rythme change, pour la toute première fois. Le tic-tac s'accélère maintenant, moins comme une horloge familière et plus comme une bombe prête à exploser. Ça fait tic-tac de plus en plus vite, encore plus vite. Le grincement du métal emplit la pièce, interrompant le peu de paix qui restait. Le patriarche crie de douleur en se tenant la poitrine. Ses yeux s'écarquillent et soudain sa poitrine explose, des fragments de métal volant dans toutes les directions. Un par un, le reste de la congrégation suit, leur corps augmenté, les trahissant dans un spectacle choquant. Les jambes métalliques fusionnent, les engrenages grincent, étincellent, puis explosent. Le fusil greffé dans le bras d'un homme se met à tirer au hasard. Un cœur à moteur à combustion interne tombe en panne et une femme s'effondre au sol. Pendant ce temps, l'explosion initiale a mis le feu aux vieilles poutres en bois du bâtiment. Tout est en train de partir en flammes. Lorsque les autorités arrivent sur les lieux, plus de 50 000 € de dégâts ont été causés au bâtiment et toute la congrégation est morte. Il ne faut pas longtemps pour que la fondation SCP s'implique ou qu'elle soupçonne un acte criminel. L'orthodoxie mécanique est relativement pacifique et n'a jamais été impliquée dans un incident de ce genre auparavant. Non, quelqu'un a planifié cela et l'a exécuté avec minutie. La question est, comment et pourquoi? Après l'incident de 2011 à l'église de l'orthodoxie mécanique, d'autres cas de cette mystérieuse maladie ont commencé à apparaître. La Fondation a pu récupérer plusieurs corps pour autopsie, bien que les moyens par lesquels cela a été accompli me restent obscurs. Ils ont conclu que la défaillance des corps et des augmentations des victimes venait d'une infestation parasitaire. D'une manière ou d'une autre, ils avaient tous reçu la même substance contaminée. Mais quel était le lien entre ces parasites et la défaillance technologique à grande échelle, mortelle? Les indices étaient rares et peu d'éléments permettaient à la Fondation de déterminer un mobile ou des moyens, alors que des dizaines de morts étaient signalées. Faute de mieux, la Fondation a classé les parasites sous la désignation SCP-3859. Quelle que soit leur nature exacte, ils ne ressemblaient à rien de ce que l'on avait vu auparavant. C'était la seule certitude, tout le reste restait inconnu. Ils ont finalement pu interroger une victime, après que tous les précédents infectés soient de mort sur place. Suite à l'une des attaques à Lyon, un Maxwelliste a été maintenu en vie assez longtemps pour que la Fondation puisse mener un entretien. Il a pu communiquer par écrit, mais l'état de son infestation par SCP-3859 l'empêchait de parler, car cela perturbait le fonctionnement de ses processeurs vocaux. Au lieu de transmettre ce qu'il voulait dire, il diffusait en boucle un message en français qui se traduisait par « Tu n'es rien d'autre qu'un moteur alimenté par l'ignorance. Abandonne ta superstition, ton dieu de métal, ta foi aveugle qui t'a fait souffrir. Nous avons créé l'antivirus pour ta peste technologique, le pare-feu qui purifiera l'Europe de ton influence. Tu n'es qu'une anomalie de l'histoire, nous allons t'éliminer. Vive la rationalité, vive l'athéisme. » Le message a continué à être diffusé jusqu'à ce que la glande pinéale artificielle du sujet soit détruite, le tuant. Après cet incident, la piste s'est refroidie pendant environ 1 an. D'autres cas sont apparus, mais ils n'ont apporté aucune information. Puis, un développement surprenant a tout bouleversé, faisant tomber la première carte qui ferait s'effondrer tout le château de cartes. À la fin de 2015, le parasitologue français Frédéric Lacroix a été admis à l'hôpital après la défaillance de son stimulateur cardiaque.
Lors de l'examen, des parasites inhabituels ont été trouvés dans son organisme. Ils avaient endommagé la majeure partie de son stimulateur cardiaque, qui a cessé de fonctionner après 3 jours en soins intensifs. Mais il y avait quelque chose qui distinguait la croix des autres victimes du parasite, que la Fondation commençait à appeler SCP-3859. Il était un athée convaincu. Il était si opposé à la religion organisée qu'il avait déjà été arrêté après s'être battu avec un prêtre dans sa ville natale d'Orléans. La Fondation se demandait pourquoi il faisait exception à la règle. Pourquoi les parasites l'avaient-ils choisi comme première cible non religieuse? Ce ne pouvait sûrement pas être un hasard que son domaine de recherche soit la parasitologie. Ils ont envoyé une équipe pour enquêter davantage. L'agent Catherine Dubois dirigeait une force opérationnelle mobile, opérant sous couverture d'agents de la police nationale, enquêtant sur la mort de Lacroix. Ils se sont rendus chez Lacroix, tentant de découvrir des indices pouvant indiquer son lien avec le SCP-3859. Après que la veuve de Lacroix leur ait donné accès à la maison, ils ont entamé une fouille approfondie. Dans sa chambre, ils ont découvert un grand livre intitulé « La Sainte Bible » avec des commentaires de C.I. Schofield et un guide d'études bibliques. Cela leur parut étrange, compte tenu de ses penchants athées, et l'un des agents le prit en main. Il était partiellement creux et faisait du bruit lorsqu'on le secouait. Ils ouvrirent le livre et en versèrent le contenu sur le bureau. Cela allait s'avérer être une erreur, car le bureau prit immédiatement feu. Il avait été piégé. Heureusement, la Task Force a réagi rapidement et a pu sauver la plupart des documents qu'il contenait avant que le feu ne les détruise. Ils ont aussi éteint l'incendie sans alerter la veuve Lacroix. À leur arrivée, la Task Force a trouvé d'autres officiers les attendant à la porte. Ces inconnus prétendaient aussi venir de la police nationale, mais la MTF a trouvé ça louche, et ce n'était pas la veuve Lacroix qui préparait de la bouillabaisse. Impossible que ces officiers soient de la police nationale. Ils portèrent des Ruber alors qu'elle utilise des SIG Pro. Non, ce n'étaient pas des flics. La MTF devait sortir de là, et vite. Ils sont sortis par l'arrière de la maison et ont réquisitionné un véhicule à un civil, disons, plus ou moins consentant. Alors qu'ils s'éloignaient en voiture, des coups de feu ricochaient sur la carrosserie du véhicule. Les officiers ennemis les poursuivaient et ont téléporté leur voiture devant la MTF pour tenter de les bloquer. Avec l'aide de la MTF Oméga 5, les bijoutiers, la force d'intervention a pu échapper à cette force ennemie. Ils ont aussi relié les armes et la technologie à un groupe d'intérêt déjà existant. Ils semblaient être affiliés à Rubus ou à Recovery, Use, Bellicosity and Inhibition of Singularities. Un examen plus approfondi a révélé la véritable allégeance de Lacroix. Il était membre de Saphir, une organisation athée militante dédiée à l'éradication des organisations religieuses dans le monde entier. C'était la branche française, l'anglaise s'appelle Saphir. L'un des documents retrouvés au domicile de Lacroix révélait cette allégeance, intitulé « Bref manifeste contre la superstition mécanite et comment la renverser ». Il décrivait les adeptes de la foi mécanite comme humains, mais au cœur régi par un mécanisme d'horlogerie. Leur souffle ressemble au bourdonnement d'un ventilateur d'ordinateur et leurs muscles gonflent de fibres de carbone que nous espérons un jour développer. Certains d'entre eux vont même jusqu'à remplacer leur glande pinéale, un organe souvent associé au monde superstitieux. Le manifeste regrettait que les brochures Saphir ne parviennent pas à déprogrammer les mécanites, prêts à modifier leur corps de façon permanente par fidélité à leur foi. Mais cette foi, selon les mots du manifeste, causerait leur perte. C'est là qu'intervient le développement du SCP-3859. En octobre 2010, un mécanite a été trouvé et démonté par des agents Rubus. Je n'ai pas pu déterminer s'il était encore en vie ou non pendant ce processus. Dans le corps de ce mécanite, les agents Rubus ont découvert un virus d'interface organique issu de la nanotechnologie. En bref, un OIV est comme un virus informatique matérialisé, transformé en quelque chose capable d'infecter un corps humain. Ce virus était destiné à réagir à une forte foi méchanite et à empêcher les parties organiques du corps d'une personne de rejeter leurs nouvelles modifications inorganiques. Mais la programmation peut être réécrite, et Saphir était déterminé à trouver un moyen d'inverser le but de cet OIV et de le faire rejeter ses composants inorganiques. Cependant, ils ont rencontré un problème. Le virus n'agirait pas directement sur le corps humain. Il avait été conçu spécifiquement pour le mécanite dans lequel il avait été trouvé et ne s'adaptait pas à d'autres sujets humains. Puis le docteur Lacroix a trouvé une solution ingénieuse. Le mécanite mort n'était pas seulement rempli d'augmentations technologiques, il était aussi infesté d'ankylostomes, qui avaient été infectés par le OIV. Il a pris ces ankylostomes et a créé une nouvelle espèce nommée Ancylostoma nedlodi, d'après les Ludites, qui détruisait la technologie jugée maléfique. Le manifeste se terminait par un objectif,
D'ici la fin de 2015, nous comptons éliminer toute influence mécanite sur le continent. Donc, le docteur Lacroix a créé le SCP-3859, mais il s'est aussi retrouvé sur un lit d'hôpital, mourant à cause de sa création. Alors qu'un mystère était résolu, un autre se révélait. Qu'est-ce qui a mal tourné? L'intrigue ne faisait que s'épaissir à mesure que d'autres agents Saphir mouraient après la mort de Lacroix. 6 au total périrent à cause d'une infestation de SCP-3859. Chacun est mort lorsque leurs plombages métalliques ont explosé, causant une hémorragie cérébrale fatale. Nous connaissons l'impact dévastateur qu'il a eu. Certains le savent même trop bien. Mais qu'est-ce que SCP-3859 exactement? La Fondation a pu déterminer quelques éléments sur sa nature. C'est un parasite microscopique qui a été infecté par un OIV. Cet OIV particulier entraîne des augmentations nanotechnologiques du parasite. Il appartient au même genre que l'ankylostome de l'Ancien Monde, mais il est hermaphrodite plutôt que diathecus, ce qui le distingue de la plupart des ankylostomes. De plus, des études plus approfondies ont révélé qu'il semble avoir été hybridé avec de l'ADN de tardigrade à un moment donné au cours des 200 générations précédentes. La fonction du SCP-3859 dans le corps humain est d'infester les hôtes ayant des composants artificiels ajoutés à leur physiologie et de les détruire. Cela diffère nettement des ankylostomes ordinaires qui n'adoptent normalement pas de comportement agressif ni ne quittent le tube digestif de leurs hôtes. Cela suggérerait que les composants technologiques du SCP-3859 les poussent à agir à l'encontre de leur nature. Les objectifs de Saphir en créant ce parasite augmenté sont clairs, mais ce qui reste flou, c'est ce qui s'est passé ensuite. Pourquoi la création de Lacroix s'est-elle retournée contre lui? Que s'est-il passé? Eh bien, lorsque j'ai commencé à m'intéresser au SCP-3859, il semblait que nous ne le saurions jamais avec certitude. Ensuite, Saphir a publié une déclaration avec des dossiers auparavant classifiés. Je les garde pour plus tard. Tout d'abord, leur déclaration, adressée à tous les agents de Saphir en décembre 2015. Avec effet immédiat, tous les ankylostomes Lacroix en possession de Saphir doivent être détruits et le programme doit être abandonné. Ils agissent sans discrimination, touchant athées et superstitieux. 20 personnes, dont Lacroix, sont mortes à cause de l'infestation. Lacroix était un traître et un mécaniste. Son grade lui est retiré et son nom sera effacé de notre histoire. La déclaration est intrigante et comporte des affirmations audacieuses. La Fondation n'a pas pu trouver d'informations liant Lacroix au mécanisme, ni rien indiquant qu'il était une sorte d'agent double. J'étais donc ravi qu'un ancien agent de Rubus aide la Fondation à déchiffrer le journal de Lacroix, curieux de découvrir ce que cela révélerait sur cette affaire. Rien n'aurait pu me préparer à ce que j'ai découvert. Les affirmations de Saphir au sujet de Lacroix étaient fausses, et la vérité était bien plus étrange que quiconque aurait pu l'imaginer, même la Fondation SCP. Dans ses écrits, le docteur Lacroix appelait les parasites ses enfants, une impulsion qui, bien que troublante, m'inspire une certaine sympathie. C'est une vie solitaire que d'être enfermé seul avec ses recherches. Cependant, j'ai beaucoup moins de sympathie pour les objectifs qu'il poursuivait avec ses recherches. Il a modifié les ankylostomes grâce à des recherches sur la protéine crucifix, présente dans le cerveau des personnes très religieuses. À chaque détection de ce composé, les parasites devenaient agressifs et très destructeurs. Ils traquaient tout ajout artificiel au corps humain et l'arrachaient avec ardeur. Il a choisi la congrégation d'une église comme sujet d'expérience, l'un des membres ayant un stimulateur cardiaque. Un ami de Lacroix, dissimulé dans le clergé, a contaminé le vin de communion avec des parasites à la Saint-Valentin. L'expérience fut un succès, du moins du point de vue de Lacroix. Un pauvre paroissien est mort subitement d'un cœur brisé ce jour de la Saint-Valentin, ou du moins d'un stimulateur cardiaque surchargé. La prochaine expérience documentée fut le jour fatidique du service orthodoxe Cogwork à Paris, le jour où la Fondation découvrit pour la première fois l'existence de SCP-3859. Lacroix a introduit ses enfants dans l'huile sacrée, et il n'y eut aucun survivant. Le 12 octobre 2012, le docteur Lacroix reçut un message de Nouvelle-Écosse, l'informant qu'un de ses collègues de Saphir était décédé. La cause du décès? Ses dents ont explosé, et il y avait des signes que les ankylostomes avaient pénétré dans son organisme. Il était affecté comme aide d'un cardinal tout en rendant secrètement compte à Saphir. Lacroix a émis l'hypothèse qu'il avait commencé à développer un certain sens de la foi et que, par conséquent, sa mort était de sa propre faute. Au 17 juin de la même année, il ne restait plus aucun mécaniste dans le centre de la France. Bien sûr, quelques croyants marginaux restaient dispersés à Paris, mais la plupart des sectes qui y avaient auparavant une forte présence avaient soit fui le pays, soit simplement péri. Le docteur Lacroix se considérait comme victorieux, mais les corps n'avaient pas encore fini de s'entasser.
Au 4 mai 2014, 10 personnes ayant travaillé aux côtés du docteur Lacroix sur le projet étaient mortes. Les autopsies ont montré qu'ils avaient des ankylostomes et avaient récemment été en contact avec des mécanites. Le docteur Lacroix a suggéré que ses collègues avaient été piratés et que la technologie de leur corps, compromise par des influences mécanites, les rendait vulnérables aux parasites. Une mise à jour logicielle réglerait le problème, pensait-il. Une analyse du logiciel n'a révélé aucun changement. Étrange, peut-être qu'une explication se révélerait après un examen plus approfondi. Le 7 mars 2015, le docteur Lacroix a commencé à se sentir mal. Il a eu des tremblements, des sueurs, de la fièvre et des vomissements persistants. Le confinement de son projet avait échoué et il avait des ankylostomes dans son organisme. Pas d'inquiétude, ces ankylostomes restent inactifs sans la protéine crucifix. Il a pris des antiparasitaires du laboratoire et attendu que ses symptômes diminuent. Mais le 15 mars, il se sentait toujours mal. Il s'est alors rendu compte d'une grave erreur qu'il avait commise. En modifiant la physiologie des vers et en les rendant hermaphrodites, ils ont pu se reproduire plus rapidement que le médicament ne pouvait les tuer. Il s'est fait hospitaliser pour un traitement plus approfondi. Après 5 jours, l'infection avait été efficacement traitée et il était prêt à se rétablir et à reprendre le travail. Mais encore une fois, la situation était bien pire qu'il ne le pensait. Le 23 mars, alors qu'il travaillait à son bureau, le docteur Lacroix s'est soudain effondré. Son cœur se bloquait et ratait des battements. Il comprit que la batterie de son pacemaker s'épuisait. Il doit aller à l'hôpital rapidement pour le faire réparer. Mais avant de le faire, il décida de réaliser quelques tests sur lui-même. Il a prélevé et analysé un échantillon de son sang. Ce qu'il a vu aurait dû être impossible, mais pourtant, elles étaient bien là. Des protéines crucifient dans son sang, le sang d'un incroyant convaincu. Les vers festoyaient. Il avait été empoisonné par une foi extrême, sans retour possible. Il mourrait de la main de sa propre création. Il a été hospitalisé et ses médecins ont indiqué que seule la présence de parasites était anormale dans son sang. Son pacemaker, en revanche, était gravement endommagé. Ses fils avaient été sectionnés. Le docteur Lacroix savait que les ankylostomes étaient irresponsables et qu'il lui restait au plus 1 semaine à vivre. Comment les protéines du crucifix sont-elles entrées dans son sang? Quelqu'un lui aurait-il injecté un échantillon contaminé? Non, même s'il voulait y croire, il savait que c'était autre chose. Il avait déjà examiné d'autres échantillons de sang conservés au laboratoire pour des transfusions d'urgence provenant de plusieurs dizaines de collègues. Chacun d'entre eux contenait la protéine du crucifix et elle était naturellement présente. Aucune preuve de falsification. Il n'y avait qu'une explication. Je vais simplement citer mot à mot sa dernière note et laisser ses paroles de mourant parler d'elles-mêmes. Le médecin dit que mon sang est normal, sauf pour les parasites, et que les fils du pacemaker ont été coupés. Il me reste peut-être 1 semaine à vivre. Écrire ceci me donne l'impression de trahir. J'ai testé des échantillons que je garde au labo pour des transfusions d'urgence. Tout notre sang contient la protéine du crucifix, et elle apparaît naturellement. Nous avons échoué. Dans notre quête pour rendre le monde raisonnable, nous en avons fait une croisade. Saphir est une secte. L'athéisme est une religion. Que Dieu nous aide. Bien que son utilisation ait diminué depuis 2015, il existe encore des cas actifs de SCP-3859 sur le continent européen. En guise de contre-mesure, des médicaments antiparasitaires ont été introduits dans l'approvisionnement en eau de la France et des nations environnantes. Plusieurs entreprises de la Fondation ont fait pression pour faire adopter un nouveau règlement de l'UE pour renforcer la sécurité alimentaire des hosties eucharistiques et autres produits consommés lors des cérémonies religieuses. Tout membre du personnel de la Fondation soupçonné d'avoir été infecté par SCP-3859 doit recevoir un cocktail de médicaments antiparasitaires et antiviraux anti-OI. Seul le personnel médical agréé de la Fondation peut consulter la composition exacte de ce cocktail. Au cours de mes recherches sur les confins du monde connu, dans des lieux au-delà de notre imagination, je me suis retrouvé face à face avec des centaines de systèmes de croyances. Certains sont rebutants, d'autres réconfortants, et tous me sont étrangers. La seule constante que j'ai observée encore et encore est celle-ci. L'extrémisme, celui qui cherche à éliminer tous ses opposants par tous les moyens nécessaires, sème toujours les graines de sa propre destruction. Il semble que le docteur Lacroix ait semé ces graines précisément lorsqu'il a conçu le SCP-3859 et qu'il les a récoltées de la manière la plus dévastatrice. L'histoire de Saphir et de ses ankylostomes, où la maladie s'est retournée contre eux lorsque leur ferveur est devenue violente, est édifiante. Nos croyances nous portent à travers la vie, nous élèvent et préservent notre esprit.
Mais si elles sont laissées totalement sans contrôle et sans examen, elles peuvent nous conduire directement à notre perte. Découvrez le Patreon du Dr Bob et devenez chercheur junior dès aujourd'hui. Allez maintenant regarder une autre entrée des dossiers du Dr Bob, comme SCP-478 les fées des dents.